bonsoir. Pourquoi quelqu'un qui parle tout seul nous inquiète? Pourquoi les discussions politiques sont-elles si houleuses, même entre amis? Un pédophile est-il un humain comme nous? Pourquoi l'injustice nous rend-elle si tristes ou furieux? Pourquoi n'attrapons-nous pas toujours la chance quand elle se présente? Pourquoi peut-on se faire mal physiquement à soi-même? Pourquoi ne nous suicidons-nous pas? Pourquoi nous nous suicidons? Pourquoi on se vante? Si, un peu quand même. Pas vous? France Inter. État d'esprit. Noël Bréham. Philippe Jamet, bonsoir. Bonsoir. Alors Philippe Jamet, après Pour nos ados, soyons adultes, vous écrivez chez Odile Jacob toujours « Quand nos émotions nous rendent fous ». Philippe Jamet, vous êtes médecin, psychiatre, vous avez dirigé pendant 20 ans le service psychiatrique de l'adolescent et du jeune adulte à l'Institut Montsouris de Paris, où vous étiez déjà depuis 20 ans, ça nous fait 40 ans quand même. Exactement. Hein, ça fait un moment. Étudiant, vous êtes venu de Dordogne pour étudier la philosophie à Paris, et puis vous avez préféré la médecine, comme un de vos grands-pères d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans ce livre, vous écrivez avec la journaliste Caroline Brizard. Vous faites de précieuses révélations, découvertes au cours de vos années de pratique. On peut apprendre qu'on guérit de la maladie mentale. On sait enfin pourquoi les méchants sont méchants. On sait pourquoi on n'arrive pas à attraper le bien-être, même quand il est là. On sait surtout que la vie vaut d'être vécue, même s'il y a des si. Philippe Jamet, on dit perdre la raison. Et pourtant, tout au long de ce livre, vous dites que finalement, la folie n'est pas une histoire de raison. Oui, qu'est-ce que c'est que la raison? C'est la capacité réflexive. C'est le fait que les êtres humains sont les seuls êtres vivants sur Terre capables d'être conscients d'eux-mêmes. Il y a une conscience chez les animaux, mais ils sont pas conscients d'être conscients. Et vous voyez, c'est ce recul, cette capacité à se voir qui ouvre quoi? Mais la possibilité du choix et donc de la raison. Mais le problème, c'est qu'en tant qu'être vivant, nous restons sous la domination de nos émotions. Donc, quand est-ce que nous pensons avoir raison? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a raison contre les autres? Eh bien, c'est souvent davantage les émotions, dans leur aspect le plus brutal, le plus chimique, qui dominent plus que les raisonnements. Donc, la maladie mentale, c'est une histoire d'émotions. C'était dans le titre de votre livre, plus que de raison. Alors, je dis maladie mentale. Autrefois, on disait fou. Après, on a dit psychose, névrose. Vous dites que maintenant, on parle de troubles de l'humeur. Comment on s'y retrouve dans tous ces noms qui changent? Eh bien, jamais. Ils changent en fonction du progrès de nos connaissances, et c'est bien. Et je pense qu'il faut à la fois se souvenir de l'histoire pour comprendre comment on a pensé la folie, justement, comme on a pu le faire, et pourquoi nous sommes maintenant dans une situation différente. Il ne faut pas oublier qu'en 50 ans, nos connaissances sur la vie, sur le cerveau, sont devenues sans commune mesure avec ce qu'on a connu pendant des siècles. Il y a une rupture épistémologique, il y a une rupture de sens. Et il faut qu'on sorte de ce dualisme passé entre ce qui serait biologique et ce qui serait l'esprit. L'esprit, c'est un produit du cerveau. Mais ce qui est la partie propre, d'ailleurs, à l'être humain extraordinaire, c'est cette capacité d'être conscient de soi et donc de dire « je suis comme ça », mais qui c'est moi? D'ailleurs, je m'appuie sur un livre aussi qui est paru chez Odile Jacob, que j'ai préfacé, d'une patiente qui dit qui suis-je quand je ne suis plus moi? Une bipolaire raconte. Bipolaire, ça aussi c'est un mot nouveau, c'est le mot qui remplace maniaco-dépressif. Voilà. Seulement, on disait psychose maniaco-dépressive. Psychose maniaco. Voilà. Alors, la psychose, ça, c'est aussi construit parce qu'au fond, la science et la réflexivité humaine nous obligent sans arrêt à maîtriser, à trouver du sens. Et pour maîtriser, il faut pouvoir comparer, il faut classifier. Mais après, il faut pas en faire des vérités. C'est là où est le problème. C'est un outil simplement, la classification. On a été obligé de se rendre compte, et ça a été un progrès, qu'il y avait des troubles dits mentaux qui étaient simplement des conflits de culpabilité, de conscience, et c'est tout le domaine appelé les névroses. Et puis d'autres où il y avait une perte du contact avec la réalité, allant jusqu'au délire, jusqu'aux hallucinations, et on appelait ça les psychoses. Mais comme si les uns étaient plus fous que les autres, comme si c'était un dérèglement de la pensée. Or, c'est pas la pensée qui est déréglée, c'est, là encore, nos émotions, nos croyances, qui nous trompent sur nous-mêmes et vont infiltrer sans arrêt notre capacité réflexive. Et il a perturbé, c'est-à-dire elle est transformée. Qu'est-ce qui fait que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Voilà, c'est là la vieille question. Et c'est pas une question de vérité. C'est une question de regard où l'émotion, en fonction de ce qu'on a vécu, de notre tempérament, va nous faire voir plus vide, il y a de quoi le voir, ou plus plein, et il y a de quoi le voir aussi. Seulement,
Le grand problème, c'est que quand vous le voyez vide, vous avez tendance à le vider parce que vous allez retenir tout ce qui vous conforte et inversement. Ça, c'est génial. Eh ben. L'important n'est pas qu'il soit réellement à moitié plein, à moitié vide, un peu plus plein. L'important, c'est que quand on le voit vide, on le vide, et quand on le voit plein, Et ben voilà. on le remplit. Et voilà. Ça, c'est c'est ce que génial. m'a appris mes 40 ans, bientôt 50 ans de recul dans ma pratique D'accord. psychiatrique. C'est comment les mêmes qui pouvaient le voir vide, à un moment donné, vont le voir plein. Et que ça change complètement. C'est-à-dire que la vie, elle existe qu'en fonction de ceux qui vivent. Et que ceux qui vivent peuvent la voir d'une façon ou d'une autre. Exactement comme selon vos yeux. Si vous êtes une chauve-souris, vous n'en avez pas, vous allez voir le monde en fonction des ultrasons, la baleine autrement et les êtres humains autrement. C'est pas la vérité du monde qu'on voit, c'est un aspect du monde en fonction de nos possibilités. Et parmi nos possibilités, il y a les émotions qui font voir le monde sombre ou plus gai, et il est les deux. Mais le problème, c'est que ça va aussi dépendre de nous et que nous avons une capacité créatrice, mais pas une toute-puissance à changer les choses. Docteur Philippe Jamais, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que c'est pas la peine de chercher une vérité. Vérité en deçà et en delà des mais on le sait Pyrénées. bien en même temps. Vous parlez dans ce livre, Philippe Jamais, Quand nos émotions nous rendent fous, édité chez Odile Jacob, de la pièce art. Et vous dites également que tout vient du sentiment de sécurité ou de menace. Et dans cette pièce art de Yasmina Reza, le héros est remis en question par ses amis, donc il est menacé. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai parlé de vous à Finkelzone. Tu parles de nous à Finkelzone? Je parle de tout à Finkelzone. Et pourquoi tu parles de nous? Je t'interdis de parler de moi à ce connard. Hein. Tu ne m'interdis rien! Pourquoi tu parles de nous? Je sens que vos relations sont un peu tendues, je voulais que Finkelzone m'éclaire. Et qu'est-ce qu'il dit, ce con? Il a dit quelque chose d'amusant. Ils donnent leur avis, ces gens? Non, il ne donne pas leur avis, mais là, il a donné son avis. Il a même fait un geste. Lui qui ne fait jamais de geste. Vous voulez savoir? Tu as pris des notes? J'ai noté parce que c'est compliqué! Si je suis moi parce que je suis moi, et si tu es toi parce que tu es toi, alors je suis moi et tu es toi. En revanche, si je suis moi parce que tu es toi, et si tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Vous comprendrez que j'ai dû l'écrire. Tu le payes combien? Ça, c'est extraordinaire. C'était Pierre Vanek, donc Fabrice Lucchini, Pierre Arditi. Quel talent! Absolument, oui. C'est pour ça que je cite en effet cette pièce qui me semble condensée. Ouais. C'est la littérature, le théâtre, viennent comme ça cristalliser des phénomènes psychologiques qui peuvent paraître très complexes et là qu'on peut comprendre très facilement. Et on voit bien que là-dedans, qu'est-ce qui se joue? C'est justement les émotions positives ou négatives entre ces amis qui vont se disputer à partir de ce fameux tableau où ils n'ont pas le même avis. Et alors tout d'un coup, toutes les rancunes, toutes les différences vont surgir jusqu'à ce dialogue, mais qui est très vrai. Dans le fond, alors, bien sûr, il est grossi, mais je dirais que la maladie mentale, c'est un miroir grossissant pour moi. Maladie mentale et l'adolescence, c'est un double miroir grossissant. J'estime que j'ai eu une chance formidable de travailler avec des adolescents en difficulté et de pouvoir les suivre, quelquefois jusqu'à 40 ans de recul, et de voir ce que ça devient. Mais c'est comme dans cette pièce. Si vous voulez, on s'aperçoit qu'on fonctionne en fonction de beaucoup de malentendus, quoi. Et que ces malentendus, ils vont prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que c'est comme si on jouait notre peau. En tout cas, notre image de nous-mêmes. Et c'est pour ça que dans le livre, je préfère parler plutôt que de narcissisme ou d'ego, qui encore nous flatte, vous voyez, de dire, parlons de territoire. Les papas s'impliquent beaucoup aujourd'hui. Moi, je me rends compte quand je vais au parc avec ma fille, tu sais, au square, eh bien, je vois de plus en plus de papas. C'est bien, félicitations, messieurs, génial. Vous avez vu, on se fait chier, hein. Ouais, parce que nous aussi, on s'ennuie au parc, hein. Je voulais vous dire, on est comme vous, hein. On n'a pas un gène du parc. Ah bah, le parc pour enfants, c'est la prison pour adultes, clairement. Alors on se regarde, tu sais, comme ça, entre condamnés à mort, et on compare nos peines en silence. Bien sûr. Oh mon Dieu, 3 enfants, 30 ans ferme, courage. C'est une prison très cruelle en plus, le parc, parce que t'es à la fois détenu et surveillant. Donc tu peux pas t'évader. Impossible. Et pourtant t'en rêves. Écoutez-moi bien les filles. J'ai le plan de ce putain de parc tatoué sur le cul, ok? D'après mes calculs, si on creuse un tunnel ici, sous le toboggan, on arrive direct chez Zara. Go! Non mais c'est impossible, évidemment.
Vous aviez reconnu Florence Foresti, docteur Philippe Jamet. Si nous vous proposons cet extrait, c'est que dans ce livre, quand nos émotions nous rendent fous, vous dites que bien entendu, on est toujours entre deux états de sentiments, l'impression de sécurité, l'impression de menace. Et pour se sentir en sécurité, il faut avoir été un enfant qui a vécu une certaine routine, une certaine tranquillité. Mais c'est ce qu'elle dit, Florence Foresti, on s'ennuie dans la routine. C'est un très bon exemple. Ça peut devenir pénible et ennuyeux, ça peut être formidable et découvrir le plaisir de partager avec son enfant. Les deux sont possibles, oui. Nous avons une capacité de choix. Si vous vous dites, je vais en profiter pour échanger avec ma fille, m'amuser avec elle le temps que je suis là, et qu'après je pourrai faire autre chose, ben voilà, ça va être formidable. Et il faut savoir que qu'est-ce qui va donner confiance à un enfant? C'est pas de lui faire faire des choses extraordinaires, de l'amener sur la grande roue, c'est bien de temps en temps. Mais c'est ce que j'appelle la grandeur de la monotonie de la vie quotidienne. Oui. C'est-à-dire un enfant apprend à avoir confiance dans le monde et en lui-même en miroir, parce que tout se construit aussi en miroir. Pourquoi? Mais parce que dès que ça va pas bien, qu'il est mal, eh bien ça s'arrange. Il crie, il y a maman qui arrive, ou une voix qui répond, toujours la même. Et on s'aperçoit que le monde est bien fait, que s'il y a des problèmes, ça s'arrange. Seulement pour la mère, elle apprend pour 15 ans ou 20 ans. Oui. Mais alors ne pensez-vous pas... Il faut que ça prenne sens pour elle. Ouais. Que finalement, dans notre organisation, là, dans les pays occidentaux en ce moment, au XXIe siècle, quand il y a juste deux parents avec des enfants, finalement, c'est très prenant pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands-parents qui donnent de l'exemple, il n'y a plus de voisins, il n'y a plus de cousins. Avant, il y avait une communauté pour s'occuper des enfants. Donc, un parent n'était jamais à plein temps avec son enfant. Est-ce que c'est pas lourd pour les jeunes parents? Elisabeth Badinter disait que elle voyait beaucoup de jeunes mères qui s'ennuyaient dans le jardin du Luxembourg, qui est pourtant un jardin agréable. Mais il faut pas se culpabiliser aussi d'être ennuyé. Tout est une affaire aussi de climat. C'est pas les choses en soi de savoir si on a crié après son enfant ou pas, on s'est ennuyé avec lui ou pas. C'est quel est le climat global. Et le climat global, c'est la confiance. Que l'enfant sache que ceux qui l'entourent, finalement, quand on se retrouve, il y a un moment plutôt de plaisir et de détente, même s'il y a des moments un petit peu difficiles. Vous voyez, nous sommes des générateurs d'ambiance, et on le sait bien au travail, partout. Il faut qu'on puisse dire ça, parce qu'il n'y a pas de fatalité à ce que l'ambiance soit négative et pénible, encore une fois en famille, au travail, c'est à nous à la créer. Mais pour ça, il faut savoir que c'est possible, que ça a du sens, et que ça part souvent de petites choses de la vie quotidienne et de malentendus. C'est pas sur les grands principes, c'est pas sur la qualité du travail, c'est sur le caractère des gens, c'est-à-dire comment ils gèrent leurs émotions, que les choses vont se jouer. Nous fonctionnons beaucoup en miroir. Philippe Jamet, vous dites qu'un enfant qui vit dans une famille violente, et des études ont prouvé qu'il était quand même souvent agressif. Oui, c'est-à-dire que faut voir qu'est-ce que c'est que le cerveau au fond. C'est quand même un super ordinateur qui arrive, mais sous l'influence de quelque chose que les ordinateurs ne sont toujours pas venus à rendre compte parce que c'est trop complexe, de toutes les émotions qui sont faites de toutes les sensations qui viennent de notre corps et qui vont nous donner ce phénomène de ce fait essentiel de voir est-ce que je me sens bien. Ça va, oui, ça va, c'est plutôt bien. Ou au contraire, est-ce que je me sens pas très bien? C'est pour ça que je dis que les deux émotions fondamentales, c'est la peur et la confiance, qui correspondent d'ailleurs biologiquement au circuit. Voilà, la peur et la confiance. La peur aggravée par la solitude. Et ce qui aggrave la peur, c'est aussi le sentiment qu'on est perdu, qu'on ne comprend pas, que ça n'a pas de sens. Si on comprend pourquoi on peut avoir des moments de peur et que c'est pas si grave, qu'on a des moments d'énervement et que c'est pas si grave, et que sur le fond, nous donnons du sens à ce que nous faisons avec notre enfant, ouais, ça change tout. C'est pour ça qu'il est si important à l'heure actuelle de connaître quels sont les mécanismes qui régulent notre vie émotionnelle. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, depuis une 50aine d'années, qu'on comprend que ces émotions, c'est pas un choix. Personne les choisit. Vous choisissez pas les matins les émotions du jour, vous les subissez. Mais vous avez la capacité de choisir ce que vous allez en faire. Et c'est là la grande découverte. C'est extraordinaire. On ne choisit pas ses émotions, on choisit ce qu'on va en faire. Eh oui. Pourquoi est-ce que nos ados sont si anxieux? Vous racontez dans votre livre, Philippe Jamet, que Narcisse, je dis ça parce que c'est un peu la saison là, les narcisses fleurissent, que ce beau Narcisse, il ne se regarde pas pour se satisfaire de son image, il se regarde parce qu'il est inquiet. Tout à fait. Je crois que là aussi, il y a souvent un malentendu. On dit des narcisses, ils ramènent tout à eux. Mais si on ramène tout à soi, c'est qu'on ne sait pas très bien qui est soi. D'ailleurs, dans l'histoire, Narcisse avait été élevé sans miroir. Au fond, il n'avait pas d'image de lui-même. Et il s'est noyé dans son image
dans la source, c'est-à-dire à quel point il était paumé. C'est que les narcisses sont en quête, c'est ça qu'on voit pas. On voit que le côté rame tout à lui, il y a que lui qui compte, mais s'il y a que lui qui compte, c'est qu'il ne sait pas bien qui est lui. Quand vous êtes assez bien, bon, mais vous n'avez pas besoin de tout ramener à vous. Vous pouvez vous occuper des autres, ça vous empêche pas, parce que vous avez une base de sécurité. Les narcisses n'en ont pas. Les paranos, c'est pareil d'ailleurs. Le pervers narcissique, on en adore ça en ce moment, mais les pervers narcissiques sont des pauvres types, c'est-à-dire en quête. Alors ça les rend pas forcément plus sympathiques, mais il faut pas leur donner un pouvoir qu'ils n'ont pas en fait. Quand vous commencez à chercher à avoir un pouvoir au détriment des autres, c'est que vous n'allez pas bien. Et ça, si on le sait, ça aide à prendre du recul, à pas leur dire mais ils ont un pouvoir extraordinaire. Évidemment, s'il y a un poste hiérarchique plus important, ça va avoir des effets, mais se rendre compte que tous ces gens qui ramènent à eux, c'est qu'ils n'arrivent pas à savoir suffisamment ce qu'ils sont pour aller au-devant de l'autre. Vous voyez, tous ces personnages qui ramènent à eux et veulent faire régner la terreur, les choses se construisent beaucoup en miroir. Là, c'est fondamental. Dès que vous ressentez quelqu'un comme vous agressant, c'est que lui, en miroir, se sent agressé par votre seule présence, parce qu'il doute, en fait. C'est qu'il a peur. Et du coup, va mobiliser un certain nombre d'émotions négatives. Et il faut pas les prendre contre nous. C'est pas contre nous, c'est avant tout pour essayer de se protéger qu'ils font ça. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Bah, je mens de temps en temps, quoi. Je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Vous dites que ces émotions, c'est finalement ou le sentiment de menace, la peur, ou bien celui d'insécurité. Et que tout ça est une histoire de territoire, parce que nous, humains, nous sommes des animaux de territoire. Toute la vie, c'est la défense du territoire. La vie, ça se construit sur... Et c'est pour ça que je fais des allusions dans mon livre à ces travaux des neurobiologistes, et notamment Damasio. Si vous voulez, que de penser quand même que... On sait que la vie commence par l'individuation. C'est une cellule, c'est-à-dire une frontière, un dedans, un dehors, des circuits appétitifs. C'est-à-dire ce qu'on appellera chez l'homme la confiance, l'appétit et l'ouverture vers l'extérieur, les circuits aversifs, la peur et la protection. Voilà. Et puis une fois que ça a commencé, ça n'arrête pas. Mais vous Donc voyez, je recherche, je fuis. Voilà, je recherche, je fuis et j'échange en permanence. La vie, c'est l'échange. Puis à l'intérieur, les briques, c'est-à-dire le génome, qui va se développer en fonction de la rencontre avec l'environnement et qui va assurer la survie et tout cela. Vous voyez comment toute l'actualité à tous les niveaux se nourrit de cela. C'est que la vie, pour être soi, il faut se nourrir des autres et en même temps se différencier des autres. Et ça restera toute la vie une constante. Et ce qui rendra tous les rapprochés amoureux ou agressifs comme dangereux parce qu'on a peur de s'y perdre, vous voyez. Et même dans l'amour. Et ça, c'est le grand paradoxe qu'apportent les troubles psychiatriques. C'est que on a aussi peur, au fond, de s'abandonner aux autres, que on a besoin aussi de s'appuyer sur eux. Vous êtes en train de dire, Dominique Jammet, que finalement, dans cet échange qui dirige nos vies intérieures-extérieures, on a besoin de quelque chose qu'on redoute. Absolument. C'est-à-dire l'autre. Mais voilà. Exactement. Et plus on en a besoin, plus on risque de le redouter. Et c'est là où ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur l'enfance, la confiance. C'est ce climat paisible de confiance qui fait que l'enfant pense que ça va s'arranger. On n'en sait rien si ça va s'arranger. C'est toujours au risque de la déception. La vie, c'est au risque de la déception. On fait confiance et du coup, on peut échanger, on attend, ça se passe bien. Et dès qu'on a peur, on se ferme. Et en se fermant, on se prive des échanges qui seraient nécessaires pour pouvoir s'épanouir. Et c'est le sens de tous les troubles psychiatriques. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait les appeler des conduites adaptatives, ces troubles psychiatriques, et ne plus en parler comme uniquement négatifs. Et or, souvent, on va dire, il fait ça, c'est pour se venger de ceci, c'est pour embêter ses parents. Non, il fait ça, tous les troubles psychiatriques, on les fait parce qu'en les faisant, on a moins mal. C'est-à-dire qu'on rétablit une forme d'équilibre homéostasique, une forme de maîtrise. Bon. C'est une stratégie un petit peu comme l'huître fait une perle autour de son caillou, quoi. Oui, un peu de cet ordre-là. La nature, c'est quelque chose qui vous protège. On a moins peur parce qu'on se reprend un rôle actif. Voilà. La phobie, vous allez activement évacuer votre peur en la fixant sur l'araignée ou sur la tour, et ça va mieux. Bon. Alors si c'est l'araignée, c'est pas très grave. Ouais. Mais si c'est la scolarité, mais ça va vous couper complètement. Et c'est là où ça devient une maladie. C'est pas en soi une maladie, c'est une mesure d'adaptation, mais qui vous ferme. Parce que là aussi, il y a quelque chose quand même d'essentiel. C'est que la vie, on ne la contrôle pas, on ne la maîtrise pas. Tout ce qui est de l'échange de la vie, vous dépendez des autres. Vous pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Par contre, il y a une chose que vous pouvez toujours maîtriser, c'est la destruction. La seule façon d'être sûr du résultat d'un examen, c'est de ne pas le passer. Là, vous êtes sûr. Sinon, si vous le passez, vous dépendez d'un autre. Et toute la vie, tous nos engagements, vous voyez, sont pris comme ça. Et plus vous avez besoin d'aller vers l'autre, plus vous êtes attaché,
plus vous pouvez avoir peur d'être abandonné ou d'être... Voilà, c'est ça les paradoxes. La vie n'est pas une logique binaire. C'est fait de paradoxes entre ce besoin qu'on a de l'autre pour exister et le besoin de se différencier et d'être autonome. Donc cette prise de risque que nous sommes obligés de prendre pour vivre, l'enfant qui n'a jamais eu peur, il peut pas faire face aux peurs. Mais l'enfant qui a été abandonné, trahi, il pense pas que ça va s'arranger. Donc en fait, il faut avoir eu un problème et qu'il a été réglé. Absolument. Mais rassurons-nous, il y en a toujours quand même. Quand la peur, on peut pas, on l'a toujours rencontré, il n'y a pas la peine d'en rajouter. Et si vous voulez un petit peu le modèle de ce qu'on pourrait avoir en tête dans tous nos enfermements, il participe de la même chose. C'est l'enfant de 2 ans qui se cramponne à sa mère plutôt que d'aller au lit ou à la crèche. C'est pas qu'il aime plus, ni moins sa mère, c'est qu'il a peur. C'est la peur qui nous fait nous cramponner à nos idéologies, à nos liens, à notre alors, famille. Qu'est-ce qu'on fait, alors, docteur Philippe Jamet? Eh bien, il faut rassurer. Dès que l'enfant est plus en sécurité, eh bien, il peut se séparer, il a une petite inquiétude, mais ça dure pas, et après, il va retrouver la mère pour le plaisir. Il faut qu'on apprenne qu'on a en nous ces ressources de réassurement, de confiance, qu'on a acquis grâce à la relation avec les autres. Mais il faut qu'on les prenne à l'intérieur de nous. Docteur Philippe Jamet, vous évoquez dans votre livre le pédophile. C'est un personnage difficile. J'entendais un jeune avocat pénaliste qui défendait un pédophile et on lui disait « Mais comment tu peux défendre ce type ?» Et il a répondu « Parce qu'il est seul ». Et oui, ce qu'il faut bien comprendre, là, pour tout, la pédophilie en étant évidemment un exemple particulièrement fort parce que la victime en est un enfant. Mais dans tout cela, on ne choisit pas d'avoir des pensées ou des idées pédophiles. Elles vous viennent, pour des raisons très diverses. Mais c'est pas vous qui, un beau jour, tranquillement, allez vous dire « Tiens, j'ai envie d'être pédophile ». Non, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à cela. Enfin, toutes ces émotions sont des contraintes émotionnelles qui vous envahissent petit à petit comme étant une des seules ressources de plaisir et de réassurance que vous avez. Et l'important, c'est ce que vous en faites. Et il faut comprendre qu'on n'a pas à stigmatiser quelqu'un parce qu'il a des pensées pédophiles, mais au contraire, lui dire il faut que tu en parles, ne pas rester seul. Or, à l'heure actuelle, et c'est pareil, je dirais, pour tous les troubles dits psychiatriques, on les stigmatise tellement que ça va être très difficile de le dire, alors qu'il faudrait dire, mais j'ai cela, c'est une contrainte qui s'impose à moi, une contrainte que j'ai pas choisie, il faut que je puisse en parler. Pourquoi ? Parce que c'est destructeur. Et c'est là qu'on ne peut pas éviter une forme de morale. C'est que la morale de la vie, c'est pas la destruction. On n'a pas à détruire, on n'a pas à utiliser l'autre à des fins personnelles. Alors, le pédophilie, ce qui est grave, c'est pas d'avoir des pensées, mais c'est d'agir. Et comment va-t-on aller voir quelqu'un si a priori on va tout de suite se faire traiter de pervers et de malade et de monstre? Vous voyez, c'est là où il faut que nous changions en profondeur et voir que personne ne choisit d'avoir ces troubles-là. Vous ne choisissez pas d'avoir une phobie, vous ne choisissez pas d'avoir des obsessions, vous ne choisissez pas de vous ronger les ongles, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Voilà, ça c'est possible. L'être humain a toujours la possibilité, mais pour ça, c'est pas si facile que ça, il faut que la contrainte ne soit pas trop forte et il faut qu'on ait suffisamment confiance en soi pour pouvoir trouver d'autres moyens de retrouver une forme d'équilibre, d'homéostasie de notre territoire. Donc c'est à nous quand même les uns et les autres, la société et même vis-à-vis de nos proches, à ne pas toujours étiqueter, condamner, juger, casser. Oui, mais il y a une urgence, je pense, actuellement à penser justement ces troubles dits mentaux autrement. C'est une contrainte qui s'impose, ce n'est pas un choix. Nous vous demandons la lune, Philippe Jamet. Vous avez écrit « Quand nos émotions nous rendent fous » et c'est édité chez Odile Jacob. Nous vous la demandons parce que vous la proposez et vous dites que la maladie mentale est soignable. C'est ce que vous avez fait pendant 40 ans. Oui, effectivement. Et ce qui m'a le plus apporté, c'est bien sûr ma formation de psychiatre, d'avoir fait une psychanalyse, mais aussi d'avoir ce recul et de voir, je vois des contacts avec beaucoup d'anciens patients. Quelque chose fait que j'ai beaucoup de nouvelles d'anciens. Puisque vous êtes beaucoup occupé d'adolescents, Philippe Jamet, un adolescent qui se scarifie, par exemple, oui. ou qui ne mange plus. Alors, c'est quoi ? C'est pour réagir à quel genre d'émotion ? Mais d'abord, il n'a pas choisi. Oui. C'est parce qu'il se sent, je dirais, angoissé. C'est l'angoisse qui traduit le sentiment de menace très large, qui a pu être provoqué par des choses très différentes, mais qui ont le même effet commun. Il se sent mal, il pourrait s'effondrer ou se déprimer, et il est programmé pour réagir activement. Et en fonction de sa génétique, certains comportements vont se produire plus facilement que d'autres. Vous dites que finalement, pour lutter contre quelque chose qu'on n'a pas choisi, la destruction est une arme puissante, y compris la destruction de soi-même.
Oui, parce que c'est pas la destruction en soi, c'est le fait que je peux agir. Et vous pouvez pas agir pour obliger quelqu'un de vous aimer, mais vous pouvez agir en le tuant ou en rompant avec lui ou en lui faisant la gueule. Vous voyez, on retrouve un pouvoir en se fermant. Notre protection ultime, c'est la fermeture, la rupture des liens. Et tous les troubles dits psychiatriques, depuis la mauvaise humeur jusqu'au trouble avéré, vont se traduire par une rupture des liens dans ces 3 domaines qui sont nécessaires aux échanges. Les liens du corps avec l'environnement, les liens d'apprentissage au sens large, pas seulement scolaire, et la sociabilité. Dès qu'on va mal, on se ferme. Bon. Et en se fermant, on se protège sur le moment, on a moins peur, ça rassure, donc c'est pas fou. C'est pas fou de se protéger, hein, parce qu'on se sent effectivement mieux et on pense que tout vient des autres, sauf qu'on se prive des échanges qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous au travers des autres. Et c'est ça qui est pathogène. C'est pas le fait d'avoir une fermeture, d'avoir fait même une tentative de suicide, c'est que ça devienne votre moyen habituel de réponse à ce qui vous menace. Parce que là, ça met en jeu votre vie et ça vous coupe de plus en plus des autres. Et le terroriste, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pour moi, c'est un mécanisme très semblable. C'est que le terroriste, il est fait pas pour mourir, il le fait parce que c'est sa façon à lui de défendre son territoire. Et c'est là ce qui est encore plus triste, que c'est une façon d'exister qui conduit à la mort de lui, des autres. Il y a une tristesse dans tout cela, un tel malentendu. Et la vie est faite de malentendus, certains pas trop graves, mais là aussi des choses très très graves. Et comprendre que d'abord quand vous vous scarifiez, par exemple, si vous demandez à quelqu'un pourquoi scarifier, elle vous dit je sais pas, c'est moi, c'est pas moi, c'est plus fort que moi, mais ça me soulage. Mais quelquefois je leur dis attendez, je vais vous soulager tout de suite en le faisant. Mais ils me disent quelquefois mais ça me ferait mal. Voilà, c'est que quand on se fait du mal soi-même, quand on fait la gueule, quand on s'enferme, on a l'impression que c'est nous qui décidons. Mais si on nous oblige, va dans ta chambre, alors là on est furieux, et on est en pétard. Voyez on s'enferme soi-même voilà, chez on soi. s'enferme soi-même. Et que c'est ce qu'il nous reste quand on n'a plus de pouvoir dans la relation avec les autres, quand on se sent incompris, quand on a l'impression de plus être aimé, il nous reste toujours le pouvoir de la rupture. Et les êtres humains se shootent. La grande drogue humaine, c'est se shooter de la rupture avec les autres. J'en ai rien à foutre, je m'enferme chez moi, je les emmerde tous. Tous ceux qui font ça, c'est des grands sensibles. Parce que la menace, elle est d'autant plus grande que vous êtes plus sensible, et notamment sensible à la déception. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, la déception, elle se nourrit de la force de vos attentes. Et ce qu'il y a de triste, c'est le côté bipolaire de l'humeur, c'est que plus vous avez envie de quelque chose, plus vous risquez d'être déçu. Au moins ceux qui ont plus d'envie, ils ont peu de chances d'être déçus. Donc pas de risque. Et ils courent moins de risques. Ceux qui vont courir des risques, c'est ceux qui sont pleins d'énergie. C'est pour ça que souvent ces comportements s'associent à la créativité, à l'art. C'est l'énergie derrière. C'est pas les troubles psychiatriques qui vous rendent artiste. Ils finissent par amputer vos capacités. C'est que c'est une même sensibilité qui vous pousse à chercher dans la vie quelque chose de fort, quelque chose qui vous conviendrait, qui vous remplisse, mais qui vous rende très vulnérable à la déception et au risque à ce moment-là, si vous êtes déçu, de vous replier complètement sur vous en foutant tout en l'air. Alors, quels sont les soins qu'on apporte? Cette fameuse psychanalyse, vous avez fait vous-même une psychanalyse avec André Green. Oui. Je veux bien qu'on l'entende d'ailleurs, André Green, sa voix, pour le plaisir. Quand bien même on pourrait avoir un enregistrement qui serait plus ou moins fidèle, eh bien, il ne pourrait pas donner une image véritable du travail de l'analyste, car, on entendrait la parole du patient et de temps en temps les interprétations de l'analyste, mais je dirais que l'essentiel du travail analytique serait perdu, parce que l'essentiel du travail analytique, c'est ce qui se fait dans la tête de l'analyste en silence. Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter. André Green, qui était un grand psychanalyste qui nous a quittés il y a quelques années, vous avez fait une psychanalyse avec lui, Philippe Jamet. Alors, puisque vous êtes médecin psychiatre, puisque vous vous êtes occupé des jeunes, qu'est-ce que la psychanalyse, où on en est maintenant? Est-ce qu'elle est utile encore? Alors bien sûr, elle était toujours utile et personnellement j'étais très ému évidemment d'entendre André Green pour qui j'ai une grande gratitude de ces années d'analyse et une grande admiration. Mais justement... C'est intéressant ce qu'il dit, il parle de la subjectivité. Oui, mais ce qui se passe dans la tête de l'analyste, justement je crois que c'est là où il y a peut-être maintenant un malentendu qui s'est un petit peu créé et que tout évolue. D'ailleurs Freud avait évolué dans sa conception de la psychanalyse. Alors je crois que ça reste une démarche unique en son genre, c'est-à-dire une façon de se parler à soi-même au travers de quelqu'un.
Une façon de se parler à soi-même au travers de Voilà. quelqu'un. Et ça, c'est très spécifique. Et il y a au fond que la psychanalyse qui offre cela. Et là, c'est une rencontre d'un genre tout à fait particulier et intéressant, mais qui est plus une sorte de recherche sur soi-même qu'une méthode thérapeutique qui en a la possibilité, mais qu'il faut alors adapter parce que justement, le problème, c'est pas tant ce qui va se passer dans la tête de l'analyste que de ce qui va se passer vite, trop vite dans la tête de l'analysé et qui va tout de suite, quand il est submergé, passer, je dirais, à cette forme d'acte qui sont les troubles dits psychiatriques, qui sont des conduites adaptatives, mais pathogènes, parce que tous ces troubles-là nous abîment. Alors c'est injuste. Il faut bien comprendre que c'est de s'enfermer dans ces troubles-là, c'est pas choisi, ça nous abîme, c'est pas fou. Je pense qu'on n'est pas fou. Et là, j'évoquerai, si on a le temps, un peu des livres qu'on a de témoignages de patients préparant comme Polo Tonka, un dialogue avec moi-même, un schizophrène témoigne que j'ai préfacé chez Odile Jacob, comme on disait Agathe le Noël, qui suis-je quand je ne suis plus moi, voilà, c'est ça. Bon, et la capacité réflexive, c'est qu'effectivement, avec les médicaments et avec la reprise de confiance due à des liens, elle peut parler à soi-même. Et puis il y en a un troisième qui est magnifique aussi, voyage jusqu'au bout de la vie, comment j'ai vaincu l'anorexie, avec un témoignage extraordinaire de Nicole Desportes, passé dans le service, et où on voit comment justement cette transformation de la destructivité en une créativité, que personne ne peut se réduire à sa maladie. On aurait pu dire vous êtes un schizophrène, vous souffrez d'une schizophrénie, et qu'on est en train de changer tous les modèles psychiatriques. Mais ce n'est pas encore fait au niveau social, et alors même au niveau d'un certain nombre de praticiens. Pratiquement, Philippe Jamet, comprendre qu'ils perdent la capacité symbolique, mais comme le prouve le livre de Polo Tonka, ils la retrouvent quand ils sont moins débordés d'émotions. Et que pour être moins débordés des émotions, il y a la place des psychotropes, parce que tout ça, évidemment, c'est biologique. L'esprit, c'est une production du biologique. Mais ce cerveau biologique, qu'est-ce qu'il mobilise? La qualité de la relation, c'est-à-dire le regard que vous portez sur le patient, ce que vous lui renvoyez de l'image de lui-même, ce que vous voyez en lui, va contribuer à mobiliser toute sa chimie cérébrale et l'orienter dans un sens, en deux sens. On ne peut plus opposer le biologique et le psychologique. La vie, c'est biologique, et ce qui met en marche le biologique, c'est la qualité relationnelle, et plus on a un cerveau, et notamment un cerveau réflexif, comme chez l'être humain, plus cette relation va être ambiguë. Mais le territoire, qu'on en parlait tout à l'heure, ça reste le territoire, sauf que maintenant, du fait de ma conscience réflexive, le territoire humain, il est devenu exponentiel, c'est tout ce à quoi j'accorde de la valeur. C'est pour ça qu'on va se battre. Comment? Il va tuer pour un club de foot, il va tuer pour sa religion, pour les parents, pour les... Mais oui, ce que je vais investir, et l'être humain est capable d'investir les choses les plus différentes les unes des autres, à partir du moment où ça me représente, où je me sens, moi, partie de cette valeur, je suis capable de tuer et de me tuer pour la défendre. Mais ça, c'est les mêmes émotions basiques que l'animal quand il défend son territoire. Et ça, il nous faudrait le savoir pour dire on n'a pas à choisir la destructivité. Méfions-nous de la destructivité, sauf dans des moments très extrêmes de défense ultime, et encore en parlant avec les autres, et comprenons qu'il faut sortir de cette destructivité qui est en train, nous le voyons même actuellement ressurgir, de s'emballer de manière considérable, derrière laquelle il y a la peur de voir perdre les valeurs de chacun, d'un côté comme de l'autre. Et c'est cette même peur qui les amène à s'entretuer, alors qu'il suffirait de parler, de se comprendre, pour voir qu'il y a place pour les croyances. Toutes les croyances ont leur place. Il n'y a pas besoin de se tuer pour ça. Alors comment fait-on pratiquement? Il y a d'autres choses à faire, oui. Alors quoi? Vous êtes médecin psychiatre. Que faites-vous dans le cadre de votre bureau, de votre cabinet? Mais que faisons-nous, nous, dans la vie, quand on rencontre un jeune, un voisin, un enfant, un collègue, qu'on sent en désarroi comme ça? C'est là où je pense qu'on ne peut pas échapper à la valeur. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous les jeunes nous interrogent au fond, mais quel est le sens de la vie? Quelle valeur vous accordez à la vie? Et là, on n'a pas à se dérober. Et qu'on voit trop qu'il y a dans le monde intellectuel ce que j'ai appelé vraiment une merdification de la vie, c'est-à-dire cette espèce de plaisir conjuratoire de dire que la vie c'est pour la mort, que l'amour de 3 ans, que rien ne tient, que rien ne vaut la peine. Mais ça, c'est des productions humaines.
de gens qui conjurent au fond leur peur de pas trouver tout ce qu'ils voudraient dans leur vie en prenant les devants, comme on a toujours eu dans l'histoire de l'humanité des sectes qui vous disent arrêtez de procréer, arrêtez d'avoir du plaisir, arrêtez en gros de vivre. Pourquoi ? Eh bien, je crois parce que derrière il y a cette idée, quand la mort arrivera, on dira on est déjà parti, il y a longtemps qu'on ne vit plus, sauf qu'on n'aura pas vécu, et qu'on aura embêté tous les autres et nous-mêmes, et qu'on mourra comme les autres. Et que ce temps de la vie, c'est pas la mort, là encore, c'est ça où il faut sortir de cette omnubilation humaine que la vie c'est pour la mort. Non, la vie c'est la transmission. Alors, c'est très désagréable pour moi de penser que je ne suffis pas à ma propre valeur et que je ne suis là que pour transmettre en d'autres, mais en attendant, que de plaisir dans cette transmission, y compris de vous rencontrer, de faire partager à d'autres ce que m'a appris cette expérience de 40 ans, ces patients qui, quand vous les revoyez, sortis justement de cette période destructrice et qui vous disent, avec une vie bien différente de tous les autres, ah mais j'ai un enfant, j'ai un métier, et une joie que n'a pas celui qui, depuis le départ, savait que vraisemblablement, sauf accident, il aurait un enfant, un métier, qui est très content. Mais les autres, c'est autre chose, parce qu'ils savent qu'ils ont été aux côtés de l'abîme. Et lisez ces 3 livres, Paul Otonka, comme Le Noël, ou de Nicole Desportes, et vous verrez quand même ce plaisir particulier de dire, mais j'étais au bord de l'abîme, et j'ai pu m'en sortir. Voyez. Qu'est-ce qu'on dit à un adolescent hyper anxieux ? Ils sont plus anxieux qu'autrefois, vous qui avez pratiqué pendant 40 ans ? Non, ça se présente différemment, ils sont pas plus anxieux. Je crois surtout qu'ils sont très énervés par le manque de confiance des adultes, voilà, par le fait que justement les adultes partent toujours négativement, ne font pas assez confiance, ne leur montrent pas assez la beauté du vivant, et avec ses difficultés, bien sûr, mais qui sont pas plus anxieux, mais ils ont aussi beaucoup plus d'ouverture. C'est qu'autrefois, quand vous alliez dans la mine à 13 ans, ou quand vous deveniez agriculteur, vous travailliez, vous êtes obligé de vous marier avec les gens qu'on vous indiquait, et puis voilà, vous aviez une vie qui avait son intérêt, qui avait heureusement, sinon il n'y aurait pas eu de survie, mais qui, quand on a connu l'ouverture de la liberté, de plus grands choix, on ne peut plus revenir en arrière. Ce serait plus supportable. Ce qui était supportable à une époque ne l'est plus maintenant. Et que c'est vrai que c'est formidable d'avoir cette ouverture sur le monde, mais à nous de lui dire tout ça, c'est pas l'éternité, c'est un passage, et pendant ce passage, choisissons plutôt la créativité, c'est-à-dire l'échange, que la destructivité. Et nous sommes tous des témoins, c'est-à-dire qu'il y a une morale de la vie, vous voyez, qui n'est pas le moralisme, qui est que la vie, c'est pas la mort, la vie, c'est la transmission, et que ça en vaut la peine, et que ce plaisir partagé, c'est ce qui fait l'essentiel de la vie. C'est ce que vous faites, Philippe Jamais, transmettre dans ce livre édité chez Odile Jacob, Quand nos émotions nous rendent fous. Je dois absolument parler à Finkelzone de ma propension à pleurer. Je pleure tout le temps, ce qui est anormal pour un garçon de mon âge. Les choses auxquelles nous croyons. C'est intéressant, nous parlons avec vous, Philippe Jamais, ce soir, de nos émotions. Quand nos émotions nous rendent fous, c'est le titre de votre livre édité chez Odile Jacob. Vous avez été psychiatre pendant 40 ans, principalement de jeunes adultes et d'adolescents. Et vous expliquez que parfois, quand le bonheur passe là devant nous, nous l'attrapons pas. Particulièrement si nous avons été un enfant abandonné, on est fidèle au malheur, comme si on abandonnait ce petit enfant une deuxième fois, si on accédait au bonheur. Oui, on le rencontre très souvent, c'est que tout d'un coup, s'ils ouvrent ça, accéder à des plaisirs nouveaux, c'est comme si ils ouvraient la plaie de leur enfance et que, oui, ils quittaient l'enfant malheureux qu'ils avaient été, mais peut-être plus profondément aussi, ils avaient l'impression que ça ne compenserait jamais non plus ce qu'ils avaient pu vivre à ce moment-là d'humiliation, de douleur, et que s'ouvrir à des possibilités de plaisir vous fait ressentir aussi tout ce que vous n'avez pas eu auparavant. Vous voyez, toujours les mêmes situations peuvent avoir des faits strictement opposés. Tout d'un coup, entendez des dépenses et une euphorie et une prétention, ou au contraire, à ce moment-là, c'est pas ça qui va pouvoir me consoler non plus. Nous sommes tous des bipolaires aussi en puissance. La bipolarité, elle est au fondement du vivant. Il faut comprendre cela. C'est les mêmes forces qu'on va mettre dans le positif et le négatif, et que c'est pas facile de passer de l'un à l'autre. Philippe Jamais, vous expliquez que finalement, il y avait un sentiment de puissance à détruire. Et vous dites, quand on brûle une forêt, il y a des milliers d'espèces. Une fois que ça a brûlé, il n'y a qu'une sorte de cendre. Voilà, c'est là où je crois qu'il y a, si vous voulez, ce que Damasio appelle une morale de la vie, qui n'a rien à voir avec le moralisme, qui est fondamentalement la vie, c'est l'échange, c'est la création, c'est la créativité. On est parti d'une cellule pour arriver jusqu'à l'être humain. Vous vous rendez compte en pensant pour ces millions d'insectes, ces milliards de végétaux, tout ça c'est parti de la même cellule. Alors pourquoi? On n'est peut-être pas prêt de le savoir, chacun peut garder ses croyances, mais on commence à connaître le comment, et ça c'est formidable. Donc la vie c'est la diversité,
qualité, la richesse, pas la reproduction du même. Et bien sûr, nous, on aurait tous tendance à vouloir s'accrocher à ce qu'on connaît parce qu'on a peur, encore une fois, de l'inconnu. Mais là, il n'y a qu'à regarder la différence entre créativité et destructivité. Effectivement, vous allez dans une forêt avec ses végétaux, ses plantes, ses insectes, ses animaux, toutes ces variétés, qu'il y ait un incendie, qu'il y ait une inondation, vous n'avez plus que de la boue ou de la cendre. La seule égalité, c'est la mort. La vie, c'est fait pour des tensions entre des différences. Et cette tension permanente qui en fait la richesse, oui, il faut que nous nourrissions sans arrêt des autres et en même temps que nous ayons suffisamment d'autonomie pour pouvoir nous sentir nous-mêmes non confondus avec ces autres-là. Et on est dans cette tension permanente. Et tout ce qui fait bouger, c'est-à-dire les émotions, la colère comme l'amour, eh bien, va nous faire nous sentir là aussi notre dépendance aux autres, avec son très bon côté et ses peurs. Mais si on le sait, on peut apprendre à en jouer et jouer des choses, des représentations. C'est ça le véritable psychisme. Le psychisme, c'est pas mettre des mots sur les choses, c'est de pouvoir jouer avec les représentations qu'entraînent ces mots. Je suis comme ça, qui suis quand je suis moi, qui suis quand je ne suis pas moi, qu'est-ce que c'est moi? Le moi, il est fait de différentes facettes, cet énorme ordinateur qu'on a dans notre tête. Eh bien, nous avons ce pouvoir de l'influencer grâce à nos émotions, dans un sens positif, mais malheureusement aussi négatif. Si on le sait, on peut espérer qu'on les restreindra le négatif. Mais pour ça, il faut se donner la main. Plus pratiquement, docteur Philippe Jamet, pourquoi est-ce que quand quelqu'un est un tout petit peu différent, s'il a 2 chaussettes de couleurs différentes, s'il n'est pas habillé comme il faut, hop, on le rejette? Ben oui, je crois que la différence, c'est la confrontation immédiate au plus ou au moins, et donc à l'envie. Il est différent, c'est mieux ou c'est moins bien. Et il y a une intolérance du fait de notre conscience à la différence, qui me fait dire d'ailleurs que la différence, elle se fonde toujours sur cette base binaire, le vrai, le faux, le bon, le mauvais. Donc la philosophie, c'est à un moment donné aussi emparée, mais la vie n'est pas binaire. La vie est comme les 2 cellules, il y a 2 fils, à la fois l'ouverture et le besoin de se différencier, de s'autonomiser. Et dès qu'on voit du différent, ça pose la question, qu'est-ce qui est mieux ? Et c'est ça qu'on supporte pas. Et donc, qu'est-ce qui est mieux? Ça devient une menace sur mon territoire. Vous voyez l'enchaînement? Il a plus. S'il est mieux, il a plus. Donc, moi, je suis menacé et il faut que je l'habite. Alors, si la différence n'est pas de l'ordre de la destructivité, eh bien, acceptons-la. Il n'y a qu'à voir pour la sexualité, combien on est intolérant autour de tout cela. Mais à partir du moment où ce n'est pas destructeur, pourquoi avons-nous peur, encore une fois, de toutes ces différences? Vous savez, il y a encore peu, on attachait les mains des gauchers, on avait peur des bègues. Encore en Afrique, on peut tuer des enfants albinos parce que simplement ils sont blancs. Et pourquoi il suffit de telle terreur? Eh bien parce que ça met en cause nos références, notre équilibre, et on a peur qu'à ce moment-là, tout foute le camp, toujours cette peur, et qu'il y ait du mieux, du moins bien, alors que nous voudrions, nous sentir être dans le vrai, le seul juste. On le revoit avec tous les fondamentalismes. C'est pareil, tous les fondamentalismes sont la même chose. C'est-à-dire, c'est pas le plaisir qui les réunit, c'est la peur. Et une peur authentique, si c'est différent, tout va foutre le camp. Philippe Jamet, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Quand nos émotions nous rendent fous. Il est édité chez Odile Jacob. Merci à Marjorie Devoucou pour sa réalisation, à Emmanuel Fournier pour sa préparation, à Muriel Pérez pour la programmation musicale et à Nord Cochet pour la prise de son. Vous pouvez venir faire un tour sur notre site, il est intéressant, vous pouvez podcaster cette émission, la réécouter quand bon vous semble. Rendez-vous la semaine prochaine avec Alain Lancelot pour la visualisation positive et après les informations, vous aurez rendez-vous avec Brigitte Patient pour Regarder voir, elle évoquera le photographe Élie Lottard.